Alors, je vous fais un tout petit enregistrement pour qu'on avance dans notre étude du Malade imaginaire de Molière sur la satire de la médecine. Alors, pour appuyer, pour servir de base à votre travail, je vous conseille d'aller regarder les pages 209 à 213 de votre dossier. C'est assez bien fait, donc c'est la fiche numéro 3 qui vous présente les différents praticiens mis en scène par Molière dans Le Malade imaginaire et qui présente une petite synthèse concernant cette satire de la médecine. Donc la satire, évidemment, entre dans le registre comique et participe de la dimension comique de cette pièce de Molière. Et il faut bien distinguer entre la satire qui est faite des médecins en tant que personnages, médecins représentés à la fois par le couple Diafoirus, le père et le fils, qui sont présentés comme ridicules, incultes, stupides, conservateurs, etc. Et le personnage de l'apothicaire, Monsieur Fleurant, qui gravite autour de ce cercle de médecins. Donc d'un côté, vous avez la satire de personnages particuliers, représentés par ces trois personnages-là dans la pièce, auxquels on peut adjoindre la servante Toinette lorsqu'elle se déguise en médecin et qu'elle va tenir le même type de langage, usant de mots savants, parfois mal employés, usant d'un ton péremptoire, d'un ton supérieur et méprisant. Donc les défauts des médecins sont à la fois des défauts d'ordre intellectuel, donc Molière critique leur ignorance réelle, leur méfiance vis-à-vis de la nouveauté, leur conservatisme intellectuel, et la critique porte aussi sur leur caractère. Donc il y a deux pôles, et donc ils sont présentés comme étant prétentieux, imbus d'eux-mêmes, vaniteux, méprisants envers leurs patients. Donc ça relève de la critique de caractère. Donc la satire porte d'abord sur des personnes. Et Molière va ici, dans cette pièce, élargir un petit peu le débat. Ça se situe surtout lors du dialogue entre Béralde et Argan. Donc on est à l'acte 3, à la fin de la pièce, c'est essentiellement la scène 3 de l'acte 3. Et donc Molière va élargir le débat, il va prendre un petit peu de distance et il va proposer, en plus de la critique des médecins, de la satire des médecins, une critique de la médecine en général, en tant qu'art, qu'il va présenter comme une imposture, comme du charlatanisme. Alors ça relève d'une tradition comique, donc il n'est pas le seul. Alors déjà, il faut que vous fassiez le lien entre cette pièce et toute la production antérieure de Molière qui mettait déjà en scène des médecins. Donc, vous avez un petit tableau qui vous est proposé, page 211. Donc on vous rappelle les deux farces écrites par Molière, Le médecin volant et Le médecin malgré lui, qui sont directement centrés sur des personnages de médecins. Et puis le lien est fait aussi avec la pièce Don Juan, dans laquelle Sganarelle va se déguiser en médecin, avec cette idée que l'habit ferait le moine, et que en se déguisant en médecin, il pourrait acquérir une sorte de compétence particulière lui permettant de pouvoir soigner les gens et en tout cas donner des avis. Donc tout cela, cette critique des médecins et quand même aussi de la médecine, fait partie d'une veine farcesque traditionnelle. Molière n'est pas le seul à se moquer de cette confrérie, et donc la pièce s'inscrit dans une continuité, non seulement par rapport aux œuvres même de Molière, mais par rapport à toute une tradition théâtrale. Là, ce qu'il apporte un petit peu de nouveau, c'est la critique de la médecine en tant que telle, à travers à nouveau une dispute. Donc on avait déjà utilisé ce terme, donc dispute entre eux, donc au sens latin de disputatio, c'est-à-dire discussion contradictoire et argumentée entre Argan, qui va devenir le défenseur de la médecine, et Béralde, qui est son contempteur, donc son accusateur, et qui va mépriser la médecine en tant qu'art. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est l'idéologie qui sous-tend tout cela. Et là, vous reportez à la page 213, qui analyse la proposition de Béralde, qui serait finalement de se passer de médecine, de se passer de médecin pour être dans l'acceptation de ce que la nature
nous offre, de ce que la nature nous propose. Et la page 213 fait le lien entre les positions de Béralde et les positions épicuriennes. Donc Épicure, on en avait déjà parlé, je ne sais plus quand. Il me semble qu'on en avait parlé quand on avait travaillé sur Montaigne. Et donc Épicure, c'est un philosophe, je vais mettre à la ligne. Épicure, c'est un philosophe grec de la fin du 4e siècle, début du 3e siècle, donc à peu près, vous savez que pour les auteurs de l'Antiquité, on n'est pas toujours très sûr des dates, on est à peu près 342-270 avant Jésus-Christ. Donc il est postérieur à Socrate, il est tout à fait contemporain par exemple des grands moments de la République romaine, de l'expansion de Rome, et donc c'est à la fois un philosophe et un scientifique. Vous savez ou pas que dans l'Antiquité, il n'y a pas de différence en fait. Il n'y a pas d'un côté le pôle littéraire et de l'autre côté le pôle scientifique qui seraient incompatibles l'un avec l'autre. Tous les philosophes sont en même temps mathématiciens, astronomes, biologistes et s'intéressent aussi à la médecine. Donc la pensée épicurienne est une pensée atomiste. Donc il considère que tout est matière et que le monde entier est constitué par des atomes, donc des corps qu'il considère comme les corps premiers, atomes qui sont en mouvement perpétuel et qui, en étant en mouvement, s'agrègent les uns aux autres pour former des corps, former des molécules qui elles-mêmes s'agrègent pour former des corps. Donc il postule l'infinité des mondes, des mondes, des univers, donc un univers infini dans lequel il y aurait une infinité de mondes, puisque le nombre des atomes est infini. Et c'est ce qu'on va nommer, c'est ce qui va se développer après, à partir du XVIIe siècle, sous le nom de pensée empiriste. Donc c'est un précurseur de la pensée empiriste, puisqu'il considère que à la base de la connaissance est la sensation. Qu'il n'y a pas de connaissance abstraite hors de la sensation, tout part de la sensation parce que tout part de la matière. Cette idée de la pluralité des mondes, vous la trouverez développée par les libres penseurs à partir de la fin du XVIe siècle, comme Giordano Bruno, dont on avait déjà parlé, ou Giordano Bruno, ou Théophile de Viau, et Cyrano de Bergerac, le vrai. Celui qui a écrit les États et empires de la Lune et les États et empires du Soleil. Donc, celui qui a inspiré le personnage d'Edmond Rostand au XIXe siècle. Donc dans la pensée épicurienne, tout est matière, l'âme est aussi matière. Donc l'âme aussi est un corps matériel qui est juste fait d'atomes plus subtils, de nature plus fine. Et donc, au moment de la mort, tout se désagrège. La mort n'est que la désagrégation des corps constitués. Et donc, vous avez une citation extrêmement célèbre de la lettre à Ménécée. Épicure a énormément écrit, on a très peu, on n'a pas conservé d'œuvre intégrale à part la lettre à Ménécée, on a conservé très peu de textes de lui, on considère qu'il aurait écrit plus de 300 ouvrages, et on a quelques extraits simplement qui sont conservés, mais par contre sa pensée s'est véhiculée, puisque vous savez ou pas, c'est pareil, que dans l'Antiquité l'essentiel de la transmission philosophique et scientifique se fait à l'oral, et donc ils ont des disciples qui eux-mêmes vont transmettre leur pensée, la compléter, la commenter, et donc elle se transmet à travers les siècles, et on a des œuvres épicuriennes qui sont écrites de façon plus tardive et qui resynthétisent la doctrine du maître. Donc dans la lettre à Ménécée, il dit « Le plus effrayant des mots, la mort ne nous est rien. Quand nous sommes, la mort n'est pas, puisque vous êtes vivant, et quand la mort est là, c'est nous qui ne sommes pas. » Donc en fait, il n'y a aucune raison d'être effrayé par la mort, puisque la mort ne peut pas être expérimentée. Donc la mort ne peut pas être l'objet d'une expérience. Et en cela, il n'y a pas de raison de la craindre puisque nous ne la vivrons pas, nous ne l'expérimenterons pas. Donc voilà, donc il n'y a aucune raison de fantasmer sur cette mort puisque qui dit mort dit suppression de la conscience, et vous imaginez bien que à partir du moment où ils sont intégralement matérialistes, ils ne croient pas en l'immortalité de l'âme, évidemment.
Donc à ce moment-là, donc, il y a de très longs développements des épicuriens sur le fait qu'on ne doit absolument pas craindre la mort. Et Béralde s'inscrit dans cette tradition-là, c'est-à-dire une tradition qui est à peu près totalement opposée. C'est une pensée qui est totalement opposée à la pensée platonicienne. Je crois qu'il n'y a quasiment pas de platonicienne. Il n'y a quasiment pas de pensée qui puisse autant s'opposer à la pensée platonicienne, qui va être l'autre grande pensée qui va structurer, qui va marquer, laisser sa trace en Occident. Il n'y a à peu près aucune pensée qui s'oppose autant à la pensée platonicienne, même sur la conception de l'amour. Donc Épicure, il va développer toute une pensée à la fois scientifique, médicale, biologique. Il va parler d'astronomie, il va parler de religion. Les dieux existent dans la pensée épicurienne, mais ils n'interfèrent absolument pas avec les hommes. Il n'y a aucune communication entre les dieux et les hommes. Les dieux sont un peu comme l'âme, sont des êtres fabriqués, des corps fabriqués avec des atomes plus subtils qui vivent dans des intermondes, des espaces intermédiaires, là aussi où les corps sont plus subtils, et ils se désintéressent absolument. Comme ils vivent dans un état de béatitude, c'est ça qui va définir la divinité. On aura la même chose là par contre chez les chrétiens. Ils vivent dans un état de béatitude, donc de bonheur stable, permanent, et donc ils n'ont absolument rien à faire des histoires des hommes qui passent leur temps à s'entretuer, à mentir, à truander, etc. Et ils n'interviennent pas, donc ça ne sert à rien de les prier. Donc en cela, c'est assez compliqué parce que on a eu du mal à positionner la pensée épicurienne, étant donné que c'est une pensée qui n'est pas athée. Là aussi, vous savez ou pas que dans l'Antiquité, à peu près pendant toute l'Antiquité, qui a duré quand même plusieurs millénaires, pendant toute l'Antiquité, l'athéisme est puni de mort dans la plupart des sociétés. C'est pas envisageable d'être athée. Mais les épicuriens ne sont pas athées et pour autant ils ne sont pas religieux puisque l'étymologie de religion, alors on s'écharpe un peu sur l'étymologie de religion, mais une des étymologies qui a été longtemps retenue et qui là aussi a façonné la pensée européenne, même si aujourd'hui les linguistes pensent que c'est pas la bonne étymologie, une des étymologies dominantes dans l'histoire pour le mot religion, c'est religere, relier. Et la religion, c'est ce qui relie les humains au monde divin. Et dans la pensée épicurienne, il n'y a pas de religion parce qu'il n'y a pas de lien possible avec les dieux. Donc il n'y a pas de culte, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de sacrement, rien de tout ça. Les deux mondes sont totalement indépendants l'un de l'autre. Donc Béralde se positionne, la pensée de Béralde telle qu'elle s'exprime, alors c'est pas très développé parce que c'est une scène du malade imaginaire, mais bon, on a quand même des dialogues assez étoffés, et pour autant, il ne va pas au fond des choses. La pensée de Béralde peut quand même être rattachée à ce courant de pensée auquel Molière lui-même se rattachait. Et il est assez évident que Béralde, dans la pièce, est en grande partie le porte-parole de Molière. D'ailleurs, on étudiera la scène, le deuxième extrait que nous étudierons, c'est l'extrait dans lequel Molière et Béralde vont échanger au sujet même de Molière, qui s'introduit lui-même comme personnage évoqué dans sa pièce. Donc Béralde se rattache à cette pensée épicurienne et c'est pour cela qu'il va mettre en accusation la médecine, parce que la médecine vient contrecarrer les plans de la nature. Or, ce qu'on doit rechercher, c'est l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble. Et l'absence de trouble, c'est la condition du bonheur, du plaisir, qui est le bien suprême. Alors, il faut faire attention à cette notion de plaisir chez les épicuriens. C'est un plaisir qui est assez raffiné et subtil. Ce n'est pas l'espèce de plaisir grossier. Ce n'est pas des gens qui passent leur temps à bouffer et à faire des parties de jambes en l'air. Donc, on parle de plaisir, d'un état de plaisir, d'une recherche du plaisir, mais d'un plaisir qui est un plaisir sain et pur. Les épicuriens, ils étaient végétariens, ils ne se mariaient pas, ils n'avaient pas d'enfants, ils n'ont pas de vie sociale dans le sens d'ambition politique, il n'y a pas de participation à la vie de la communauté, parce que justement, il faut préserver essentiellement la paix intérieure. Et c'est cette paix intérieure qui est cause du plaisir et qui va apporter le bonheur comme état stable. Donc,
la pensée de Béralde telle qu'elle s'exprime ici, il ne faut pas la voir comme un caprice, comme une espèce d'opinion un peu vaine, un peu vide. Il faut bien la rattacher à tout un courant de pensée donc, auquel se rattache Molière, et courant de pensée qui a des fondements philosophiques assez lourds, même s'ils ne sont pas complètement rigoureux. L'épicurisme pose un certain nombre de problèmes, entre autres quand ils abordent des questions éthiques, morales, mais c'est un courant de pensée qui a été vraiment très influent, qu'il reste. La Fontaine, par exemple, est épicurien. Donc pour les auteurs que vous connaissez, Montaigne se rattache aussi à l'épicurisme. Le poète latin Horace, du 1er siècle avant Jésus-Christ, le fameux qui a inspiré, dont la lettre au Pison a inspiré l'art poétique de Boileau, hein, ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement, et patati patata. Donc vous avez un certain nombre de personnages assez majeurs dans tous ceux que vous connaissez qui se rattachent à ce courant de pensée qui est quand même vraiment influent. Ronsard, par exemple, aussi. Alors lui, il est quand même très chrétien, mais en même temps matiné d'épicurisme. Donc là, une des doctrines de l'épicurisme, c'est le fameux Carpe Diem sur lequel vous avez déjà travaillé quand vous étiez plus petit. Voilà. Donc il faut bien voir que vous avez dans ce fameux testament de Molière une réflexion là qui touche quand même à des vrais problèmes sociétaux et à des vrais problèmes philosophiques, d'autant que Molière n'est quand même pas loin d'accuser la médecine d'inventer les maladies. Et puisque de façon évidente, Béralde le dit, hein, Argan a beaucoup de chances de survivre à l'intervention des médecins et des apothicaires. Il a beaucoup de chances de survivre à leur traitement parce qu'ils ont inventé des maladies qu'ils traitent. Le problème, c'est que les traitements qu'ils apportent ont évidemment des effets secondaires absolument colossaux, effets secondaires qui pourraient abîmer effectivement la santé d'Argan, le rendre malade, voire le faire mourir. Et donc, c'est la fameuse citation que je vous avais mise dans le contrôle de lecture. Les médecins, presque tous les hommes, meurent de leurs remèdes et non pas de leur maladie. Les maladies existent, mais en fait, elles seraient beaucoup plus rares. Les gens seraient moins malades s'il y avait moins de médecins. Et ça, c'est pas du tout absurde comme idée. Le fonds de commerce, on en a déjà discuté de ça, ou je ne sais pas si on en a parlé. Mais voilà, le fonds de commerce des médecins, et donc quand même de la médecine en tant que discipline générale, ce n'est pas la santé. D'ailleurs, c'est tout à fait étonnant qu'on ait un ministère de la santé, parce qu'en fait, c'est la maladie. Et donc, plus les gens sont malades, plus les médecins sont utiles, et donc riches, et respectés, et honorés. D'ailleurs, il suffit de regarder la société actuelle. Donc plus les gens sont malades, plus les médecins sont utiles et riches, et donc à l'inverse, plus les médecins, la corporation des médecins est puissante, donc on peut inverser la logique, hein, plus la corporation des médecins est puissante. Quand il y a eu la crise en France il y a une dizaine d'années, enfin au niveau mondial, et que l'Europe a commencé à entrer en décadence au niveau économique, les industries pharmaceutiques étaient les seules entreprises européennes qui avaient encore une croissance à 2 chiffres. Donc plus la corporation sans S des médecins est puissante, plus elle a intérêt à ce que la population soit ou se croit, avec un E parce que c'est un subjonctif, malade. Parce que finalement, pour un médecin, peu importe, et c'est ça le fond du propos de Béralde, pour un médecin, peu importe que le patient soit malade. L'essentiel est que le patient se croit malade. Et vous avez une autre comédie du XXe siècle qui va développer ça de façon assez magistrale, et je vous incite vraiment, évidemment, il y en a peut-être qui n'ont même pas lu Le Malade imaginaire, alors j'imagine justement qu'ils n'iront pas lire une pièce en plus. Mais ceux parmi vous qui sont un peu curieux et qui aiment un peu la lecture, liront avec profit la pièce Knock de qui d'ailleurs c'est de qui Knock vieux trou de mémoire. Ça va me revenir. Voilà, ça va me revenir. Donc, vous irez quand même la lire, mais je suis sûre que vous la trouverez. Qui a écrit Knock ?
Il faut que j'arrête de faire mes cours à une heure trop tardive. Bon, voilà, je sais pas, ça va me revenir. Je l'ai sur le bout de la langue, mais je ne le trouve pas. Enfin bon, voilà, dans la pièce Knock, vous avez la mise en scène d'un personnage de médecin qui est franchement un imposteur, c'est-à-dire que de façon très ouverte, il fait croire là à ses malades, à ses patients qu'ils sont malades pour augmenter ses revenus. Et donc, après son arrivée, comme il est très charismatique, toute la ville va souffrir de maladies, parce que c'est un peu comme quand vous allez chez un psychanalyste, à partir du moment où vous grattez un peu, vous trouvez un problème. Je veux dire, personne n'a un corps parfait, et donc forcément tout le monde a des défauts, et il suffit de transformer les défauts en maladies pour que ça fonctionne. Et comme les humains sont inquiets, parce que la plupart des humains ont peur de la mort, parce que les humains ne travaillent plus suffisamment, Knock est une pièce du début du XXe siècle, qui se place déjà dans un environnement qui est déchristianisé, comme les déreligiosés, enfin sécularisés, quoi. Et donc, la population n'a plus cette habitude qu'on a dans les sociétés religieuses, cette habitude de travailler philosophiquement sur la question de la mort dès le plus jeune âge, à travers vraiment une réflexion approfondie et des travaux spirituels, des exercices spirituels. Donc plus la société est sécularisée et plus elle est matérialiste, plus elle a peur de la mort, c'est tout à fait logique. Plus elle a peur, puisque la mort c'est l'anéantissement de la matière, c'est logique que si on met absolument l'intégralité de ses espoirs et de ses projets dans la matière, la mort devient quelque chose d'absolument terrifiant, et donc de quelque chose qu'on doit absolument éviter. Donc la pièce Knock va se greffer là-dessus, et le personnage va exploiter, au sens propre du terme, donc à la fois psychologiquement, socialement et financièrement, il va exploiter la peur de la mort de la population de manière à la contrôler. Et tout lien avec toute situation plus tardive serait évidemment fortuit. Donc on touche là à des questions qui sont vraiment des questions sociétales très importantes. Vous voyez, là on dépasse le simple cadre quand même de la farce. C'est peut-être un des seuls moments où le malade imaginaire n'est plus une farce, mais où le malade imaginaire devient une vraie grande comédie, avec tout ce que la comédie peut avoir comme qualité pour introduire, inciter à une vraie réflexion sur ce qu'est la vie, ce que sont les relations humaines, ce que peut être une société. Reprenez la préface de Tartuffe et vous voyez que l'objectif normal d'une comédie est de corriger les mœurs par le rire. Alors évidemment, quand on prend un personnage central comme Argan, qui est juste un hypochondriaque, on prend un trait de caractère qui est quand même pas hyper représenté dans la population. Donc si on s'en tient là, c'est un peu comme l'avare, vous voyez, si on s'en tient au trait de caractère caricaturé, on se dit que ça concerne un tout petit nombre de personnes. Mais si on étend un tout petit peu, si on enlève la caricature et qu'on généralise le trait de caractère, et si à travers le malade imaginaire, on ne voit pas cibler simplement les hypochondriaques, mais toutes les personnes qui finalement ont simplement peur de la mort et qui prêtent une trop grande attention à l'autopréservation, on voit que ça touche un beaucoup plus grand nombre de personnes et qu'on atteint le cœur de questions sociétales assez importantes qui couvrent à la fois des questions économiques et des questions politiques, donc d'organisation de la cité, de la société, de la vie en société, et des questions de type philosophique. Donc voilà, je n'ai pas retrouvé le nom de l'auteur de Knock, mais ça va me revenir, je vous le dirai au prochain cours, très certainement, si vous m'en reparlez. Et donc je vous laisse méditer tout cela, bien lire votre dossier, page 209, 213, et l'annoter à partir de cette courte présentation que je vous ai faite. Et on se retrouve en cours pour la suite.